Bonjour à tous, je suis Elisabeth de Bourse, je serai votre hôte aujourd'hui, ou en tout cas votre modératrice à toutes pour cette conférence, donc l'électronique s'accorde-t-elle au féminin. Près de moi ici, juste à côté, j'ai Élise Dutrieux, dont vous avez déjà entendu parler, qui fait partie de l'organisation du CEO Festival, mais pas que. Élise est aussi productrice de musique électronique, chanteuse, oui, elle sait faire tout ça. Et elle vient de rendre un mémoire qui s'appelle exactement L'électronique s'accorde-t-elle au féminin sur donc le sujet. Juste à côté, j'ai Hilke van, j'ai peur de me tromper, Van Heustel. C'est ça qui est néerlandophone. Donc elle parlera aujourd'hui en anglais. Je pense que Hilke, tu comprends relativement bien le français, mais pour plus d'aisance, elle répondra en anglais. J'espère que ça ne dérange personne. Au cas où je ferai des sous-titres ou un truc en langue des signes, je ne sais pas. Donc Hilke est programmatrice au STUC depuis 5 ans, si je ne me trompe pas, et est liée de très près à l'Artefact Music Festival. Donc il y a un festival qui est un festival de musique électronique. Juste à côté ici, j'ai Florence Atlas, qui est journaliste, ou en tout cas qui a participé pendant de très longues années à un magazine gratuit de musique électronique. Deux, tout ça. Et qui était aussi, il y a quelques années, DJ, et pour des raisons indépendantes de sa volonté, c'est comme ça qu'on dit, a dû cesser son activité. Et juste à côté, j'ai Nadine Plateau, qui est donc une militante. On peut dire militante? Vous aimez bien? Vous aimez pas trop? Pas trop le mot, ça fait très militaire. C'est ça. Disons Activiste. Ça fait plus action. De la cause féministe et qui est aussi liée de très près à SOFIA, qui est un réseau d'études de genre. Voilà. Aujourd'hui, on va... Tu sais le faire passer là. Donc, juste ici, vous allez avoir tout un tas de quotes, de citations, de toute une série d'articles qui fleurissent pour l'instant dans la presse spécialisée musicale, mais pas que. J'ai juste oublié de présenter en fait Alpha Beta Magazine, qui est la raison pour laquelle je suis ici devant vous. Alpha Beta Magazine, c'est un magazine en ligne, un magazine numérique, dont la rédaction est à 100% féminine. Et ça ne veut pas dire que c'est un magazine girly ou qui écrit des articles pour les filles. Ce qui n'empêche qu'on est quand même très intéressé par la cause féministe de manière générale, mais surtout dans la culture, puisque ce sont des articles culturels qu'on écrit. On a déjà co-organisé une conférence, un débat au Ladyfest il y a quelques mois sur la place et la représentation des femmes dans les métiers de la culture en Belgique. Et voilà, on a été invité ici par Élise. Suite à ça, on est super heureuse de pouvoir faire partie de cette autre discussion. Voilà. Alors cette première quote nous dit donc voilà, les ordinateurs et toute la technologie qui les entoure, surtout liée à la musique, sont de plus en plus accessibles aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait, c'est une question très large, mais qu'est-ce qui fait que les femmes semblent être si peu nombreuses dans le milieu de la musique électronique? C'est pour vous lancer. Allez Nadine, allons-y. Non, je veux bien commencer parce que bon, je ne suis pas du tout une spécialiste de la musique. Par contre, je connais mieux les arts plastiques. Et je pourrais dire qu'il y a exactement la même chose qui s'est passée quand les premiers, comment on appelle ça, les caméras plus faciles, les caméras dans les années... Et tout le système vidéo, voilà. C'est quand le système vidéo s'est mis en place dans les années 60... En fait, c'était accessible, c'était beaucoup moins cher, c'était beaucoup plus facile à utiliser. Et pas mal de femmes ont utilisé ces médias-là dans les arts plastiques. Je pense à des Lily du Jury, etc. Bon, ceci dit, la question de la place des femmes dans les arts plastiques, elle n'est absolument pas résolue. Parce qu'il y a toujours, quand vous voyez les grandes expositions internationales, les festivals, etc., un nombre qui ne dépasse pas 30% dans le meilleur des cas. Donc, il y a d'autres barrières. Je crois que c'est ça qu'il faut que nous arrivions à mettre ensemble. Je voulais juste montrer que ce n'était pas simplement dans le cas de la musique, que la musique c'est un champ du social, mais comme d'autres champs, et que c'est un problème beaucoup plus global, évidemment. On a ici un autre chiffre, en fait, qui nous vient de... Enfin, pas un autre chiffre, un chiffre tout court, qui nous vient donc... Est-ce que j'ai perdu cette page? Oui.
Non, elle est juste là en fait. Qui nous vient de Madeleine Bloom, qui est en fait une technicienne pour Ableton. C'est celle-ci, oui, parfait. Qui explique qu'en fait, elle a découvert dans son boulot, elle qui est pourtant qui est calée et qui est tout à fait intégrée au sein de la boîte, qu'il y avait seulement 7% de femmes qui utilisaient le logiciel Ableton Live. Est-ce que ça vous étonne, ce rapport du logiciel ? Moi, je vais répondre. Moi, ça m'étonne pas vraiment, mais plus que sur effectivement, il y a un nombre visiblement très restreint de femmes qui se mettent à la production électronique. Bon, la musique électronique, c'est large. Moi, je vais parler des styles qui me sont plus proches et que je connais mieux, par exemple la techno, minimal, etc. Mais on peut remarquer aussi qu'en général, dans les clubs, tout simplement, il y a aussi en général plus de garçons que de filles. Donc, c'est pas la réponse à tout, mais c'est déjà en tout cas un élément de réponse qui fait dire que à partir du moment où il y a visiblement plus de garçons qui écoutent ce style de musical-là, c'est peut-être aussi plus logique qu'il y a plus de garçons qui en produisent aussi. Okay. Yes, I agree with what you're saying and what you were saying. Well, I also think that it's a very simple reason that it's much more technical. And if you see like technical education, it's also much more boys that are doing that. And yeah, the music style, like I'm mostly interested in this dark electronic drone, those kind of things, and it's mostly a male audience, people that are influenced by this music. It's mostly male. Yeah, I think it's a very technical matter. We did Music Makers Hack Lab last year at Stuk, and there was Darsha Hewitt. She's a professor, and she makes modular synths. But she was the only one woman that does it, and she was all the time like soldering and doing very stereotypical technical male stuff. So maybe it's this. I don't know. Ben oui, en fait, par rapport à l'étude que j'avais faite, on voit plusieurs éléments ont été évoqués ici, et c'est vrai que c'est ce qui revient régulièrement. Il y a le rapport à la technique avec les études d'ingénierie, d'informatique et tout ça, qui sont, c'est exactement le même chiffre en fait de la présence de femmes plus ou moins qu'on connaît. Ouais, c'est 10% en fait, et 7%, donc on est plus ou moins dans ces chiffres-là. Et c'est vrai que tout se corrobore un peu, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a dans les études, on voit aussi à l'affiche, on voit dans les clubs, dans le milieu de la nuit et tout ça, il y a très peu de femmes, elles sont souvent dans les mêmes métiers en fait, et qui sont un peu reliées en fait au rôle qu'on avait tendance à assigner aux femmes par rapport à l'éducation. Donc c'est plein d'éléments comme ça qui se regroupent. Il y a donc un article très intéressant qui passe ici de Retard Magazine, qui est un magazine français, qui est aussi globalement composé de rédactrices féminines. Et en fait, il est vraiment super intéressant, je vous conseille d'aller le voir, vous avez la référence en dessous. Il y a toute une partie sur le genre des instruments, en fait. Je pense que Élise, tu peux en parler. Donc ici, on se dit que globalement, la technologie serait plutôt associée à la masculinité, mais globalement, historiquement, en fait, certains instruments ont été plus associés aux femmes qu'aux hommes. Oui, tout à fait. En fait, il y a l'histoire de la place des femmes dans la musique date d'il y a très longtemps, et on se rend compte que le rapport en fait entre nature et culture, la femme était souvent reliée, même on imposait presque cette vision de la femme reliée au corps, et donc l'homme plutôt à la raison. Alors la femme, le corps, c'est tout ce qui est l'émotion, la sensibilité, mais même tout le rapport par exemple à l'hystérie et tout ça, le fait que ce soit l'émotion qui guide d'abord ce qu'elle produit, même au niveau aujourd'hui de la musique, c'est encore un stéréotype qui est très prégnant. Et puis à côté, l'homme est plutôt situé dans ce qui est la raison, le fait que les œuvres soient à ce point faites par des hommes, c'est qu'il y a quelque chose de proche de l'universel, comme ça, c'est un ensemble de stéréotypes, et ça s'est reflété au niveau des instruments de musique, vu qu'on observe que plusieurs instruments de musique étaient reliés
la pratique technique était reliée à l'homme, et donc les instruments de musique qui demandaient énormément de savoir technique, on les encourageait pour les hommes, tandis que les femmes, donc tout ce qui était le chant, etc., était beaucoup plus issu du corps. Donc on avait tendance à emmener les filles vers ou la danse par exemple, parce que c'était élégant, parce que c'était en fait le féminin dans tout ce que ça a le plus de clichés, le plus... Oui, voilà, c'est ça. Tout ce qui est joli, mignon, et c'est en fait ce qu'aujourd'hui on entend avec le girly encore. C'est une espèce de... Donc, tu voulais que j'explique à propos des instruments ? Oui. Ok, pardon. Oui. Mais du coup, les instruments de musique, on voit par exemple que dès que les femmes ont commencé à un peu pratiquer, elles ont plus pratiqué des instruments comme le piano, qui mettait à distance le corps, ou alors des instruments comme la flûte, qui demandaient pas vraiment de modifier le visage, ou qui étaient très élégamment inscrites dans le corps. Tandis que les hommes pratiquaient la trompette, vraiment dans ce que ça a de plus symbolique et presque ridicule, parce qu'avec le recul, là maintenant, ça nous semble un peu absurde, mais le fait que ce soit l'expulsion, la puissance, le côté militaire, en fait, c'est ce qu'on accorde comme masculin, alors que les filles, c'est la harpe, tout ce qui est gentil, tout ce qui est délicat. Et du coup, au niveau du violoncelle aussi, c'est le fait que l'instrument se place entre les cuisses. Donc c'est vraiment des métaphores qui sont très symboliques et qui ressemblent un peu bof comme ça, mais l'air de rien, en fait, ce sont des normes qui ont été incorporées. Et puis quand on est une femme de bonnes conditions, on ne place pas quelque chose dans sa bouche et on ne souffle pas dedans parce que c'est pas très... Ça fait penser à trop de choses. Donc en effet, oui, tous les instruments plus avant étaient... on mettait un petit peu les femmes de côté par rapport à ça. Toi, dans ta pratique, Florence, est-ce que tu sens un rapport à la machine ? Est-ce que tu as senti qu'on essayait d'inscrire une barrière dans ton rapport ? J'ai senti en tout cas que pour mixer, parce que moi j'ai pas produit, j'ai fait que mixer. C'est évident que on est moins prise au sérieux quand on est une femme. Et tu sais utiliser cette non, cette c'est pas ça, mais un exemple que j'aime bien dire aussi, c'est que on va être beaucoup plus vigilant aux erreurs techniques quand c'est une femme que quand c'est un homme. Et c'est souvent une blague un peu potache entre les mecs. C'est elle mixe, mais bon. Techniquement, c'est pas terrible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent uniquement avec les femmes. Et je l'ai entendu à mon sujet et au sujet de plein d'autres femmes. Donc, oui, quand même, même si c'est plus au début sur le ton d'une plaisanterie, c'est évident que, on est moins pris au sérieux et qu'on est beaucoup plus vigilant par rapport à la technique, par exemple. You have to try harder. Yeah. Par rapport à ce rapport à la technique, justement, il y a eu un article aussi très intéressant de Jessica Hopper, donc, qui travaille pour Pitchfork et qui a interviewé Björk dans un article assez long. Et je vais essayer de vous retrouver ici. C'est la 15. Björk qui explique que malgré sa célébrité, malgré le fait qu'elle soit vraiment considérée dans le monde de la musique, souvent on a attribué la production de ses albums à des hommes, malgré qu'ils soient arrivés. Ici, elle explique, donc elle a fait 80% des beats de Vespertine, donc un de ses albums, toute seule, chez elle, je veux dire confinée, à l'abri des regards. Et puis quand Matmos est venu l'aider, tout de suite c'était en fait c'est un album produit par Matmos, et ça a été très difficile pour elle de le contester. Elle n'a pas vraiment voulu le faire publiquement, parce que c'est vrai que ça peut mettre relativement mal à l'aise, de devoir revendiquer en fait une expertise ou simplement un savoir. Qu'est-ce que tu en penses, Florence ? Est-ce que justement, quand tu as entendu, par exemple, des petites remarques, est-ce que tu as ressenti le besoin de dire mec. Oui. Alors bon, moi, c'était encore en plus une circonstance qui était un petit peu différente, parce que moi, je travaillais déjà dans ce milieu électronique depuis de nombreuses années. Et donc, quand j'ai commencé à mixer, j'avais déjà un réseau de contacts qui était là, qui était établi dû à du travail, attention, hein. Mais donc, ce qui fait que finalement, les choses se sont enchaînées assez vite. Je mixais avec une copine,
Elle aussi, elle travaillait dans le monde de musique. Comme on connaissait beaucoup de gens et que, je dirais, on avait déjà un petit peu fait nos preuves dans le milieu, on avait déjà rendu des services, ou on avait déjà... Enfin, voilà. Donc, on a été bookés assez rapidement. Les choses sont venues assez rapidement. Et ça, on l'a entendu énormément. Ah, mais si vous avez été bookés là, c'est parce que vous êtes des filles. Et ça, franchement, je l'ai entendu énormément de fois. Et j'avais envie de dire, oui, peut-être, mais aussi parce que ça fait quand même 10 ans qu'on travaille dedans et que, voilà, on a fait des choses et qu'on n'est pas... voilà. Et... ouais, vous êtes bookés parce que vous êtes des filles. Comment ça se fait que vous avez autant de bookings? C'est parce que vous êtes des filles? Ça, je l'ai vraiment entendu tout le temps. Nadine, vous pensez que ça peut avoir quel impact sur la production artistique d'une femme? Je suis très frappée par ce que je viens d'entendre, et ça correspond tout à fait à ce qui était dans le mémoire d'Élise. Moi, je pense que c'est une question de conditions de production. Et je trouve qu'elles sont discriminatoires pour les filles et les femmes. Par exemple, le fait de ne pas être prise au sérieux. Donc, c'est bien, on a l'accès à tout maintenant, à l'enseignement, à la machine, etc. On peut suivre des cours et compagnie, on peut tout faire. Mais en fait, quand on fait quelque chose, et si on y arrive, c'est pas encore à ce moment-là que tout est résolu, puisqu'il y a encore toutes ces conditions que je trouve discriminantes dans la manière de travailler, d'être perçu par les autres, que nos œuvres soient perçues, etc. Et parmi les conditions discriminantes, le fait, par exemple, d'être dévalorisé, c'est-à-dire on considère que parce que tu es une fille, tu es arrivée, pas parce que tu as fait du bon travail. C'est une manière de dévaloriser, je trouve, les femmes qui sont dans la profession. Ou bien dire, ici, on ne vous prend pas au sérieux, bon, vous faites quelque chose qui est tout à fait amateuriste, etc. Donc c'est de nouveau la même chose. Et je trouve que ce sont ces conditions-là de travail qui sont probablement très souvent intégrées complètement, inconsciemment de la part de pas mal de femmes qui peut-être auraient envie de faire quelque chose et ne le font pas. Et alors on leur reproche après de ne pas avoir d'ambition, de ne pas oser foncer, etc. Donc je pense que c'est là qu'il faudrait qu'on essaie de réfléchir à ça. Et je pensais à une phrase que j'ai lue plusieurs fois, entre dans ton mémoire, « Je ne me suis pas autorisée à faire ça ». Je trouvais que c'était une phrase extraordinaire. Et la première fois que je l'ai lue, c'était Yvonne Rainer, qui était une danseuse, qui est passée au film. Et elle a dit « Je me suis autorisée à faire ce que j'avais envie de faire parce que j'avais lu les ouvrages féministes, etc. etc. » Enfin, ça, c'était Yvonne Rainer. Comme s'il y avait eu une interdiction. Mais en fait, c'est comme s'il y avait une espèce d'interdiction qui était intégrée et qu'il fallait que tout d'un coup, il y ait quelque chose d'un pouvoir collectif qui vous donne du pouvoir individuellement. Bon, je prêche pour ma chapelle, mais je crois que le féminisme, c'est ça. C'est en fait quelque chose de collectif qui donne collectivement de la force aux femmes pour qu'elles puissent individuellement, après, faire ce qu'elles veulent de cette force. Oui, en fait, on parle, c'est tout à fait vrai, Nadine. Et puis, il y a aussi le rapport. Moi, quand j'ai commencé la musique à 17 ans, les remarques, elles n'étaient pas seulement « Ah, on doit en prouver 2 fois plus parce qu'on ne nous prend pas au sérieux ». C'était aussi « Tiens, c'est surprenant, tu fais tout toi-même ». Genre comme si c'était quelque chose qui était complètement impossible, quoi, de la part. T'es une fille, tu fais tout toi-même. Ou alors, un autre truc qu'on m'avait dit, et ça m'a vraiment frappé, c'est tu devrais t'inscrire au concours de Red Bull Music Academy parce que c'est sûr, ils vont te sélectionner. Ils baissent les niveaux quand c'est une fille parce que ils en ont pas assez, du coup. Donc c'est vraiment des espèces de remarques comme ça qu'on entend, qui évidemment restent dans notre esprit et qui influencent aussi la manière dont après on se positionne dans le milieu. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin, sans vouloir faire la mégère, parce que je dis pas... voilà, mais alors, quand on combine bien mixer et être jolie, c'est encore pire, quoi, alors. Tu vois, parce que... Nina Kravitz. Voilà, mais genre, combien de fois j'entends pas, ouais, mais elles sont bookées parce qu'elles sont belles, et ça, c'est vraiment aussi... c'est encore pire, quoi. Donc, en plus, si on est jolie, c'est encore plus compliqué. Ouais. Et le cas de Nina Kravitz, c'est assez fou, parce que, enfin, déjà, toutes les remarques misogynes qu'elle a de manière continuelle sur les réseaux sociaux, mais c'est le fait que je ne sais pas combien de fois j'ai entendu, en tout cas dans le cadre de mon mémoire, quand j'interviewais des programmateurs ou autres, ou des personnes que je rencontrais, c'était toujours Nina Kravitz, elle est là parce que, ouais, il n'y a rien à faire, elle est bonne. Mais après, j'ai écouté et ça tue, hein, elle tient bien le truc. Donc il y a toujours un espèce de truc où on est là, oui, mais elle est là quand même pas parce qu'elle tient bien le truc, en fait, parce qu'elle est quand même bonne. Enfin, il y a toujours ce truc qui ressort à un moment ou à un autre et qui est terrible, en fait. Parce que... Moi, j'ai jamais entendu Ben Clock, c'est parce qu'il est beau, voilà. Ou Nicolas Jarre. Voilà. Hilk, quelle est ta, j'ai envie de dire, méthodologie de booking, mais est-ce que c'est quelque chose que tu conscientises? Not really, but I try to put women on the lineup, but some, like, for example, a few years ago I had Laurel Halo,
and she didn't want to play in a female lineup. She didn't want any other women, and I think we have this new generation with Laurel Halo and Lena Willekens, Helena Hauf, who are a little bit playing less with that sexy attitude, and they don't care. And I think their music still sounds feminine in a way, but they're doing less with it. They don't take sexy pictures of them, or. But I try to put some women on the lineup, but if it doesn't work, then I'm not gonna do it because it's women, just because it's a good record. And it's a good artist, but not because of that. So, yeah. On a ici le programmateur des Nuits Sonores, qui est Pierre-Marie Houillon, qui disait dans un article de Compagnie, qui est Quelle place pour les femmes dans l'électro, il disait « C'est une question qu'on s'est souvent posée. Mais je trouverais ça dommage qu'on se donne ça comme critère de programmation, d'avoir des femmes. On programme plus sur un historique, l'esthétique d'un line-up, une ouverture d'esprit. » À côté de ça, il y a des initiatives d'organisation, soit de festivals ou alors de soirées avec des line-up 100% féminins. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ou que c'est insister sur le caractère féminin de l'artiste ? En fait, je suis un peu partagée par rapport à ça. Tout dépend déjà un petit peu de la raison pour laquelle c'est fait. Moi, je pense qu'il y a eu des collectifs comme ça à Bruxelles qui sont faits. C'était parce que c'était des amis qui étaient ensemble et qui avaient envie de partir, de dire, voilà, on s'entend bien, on s'adore, on va faire la fête ensemble, et donc voilà, on va s'inviter l'une l'autre. Et ça, je vois vraiment pas le mal dedans. Mais c'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui, et en réfléchissant à ça, je me dis, peut-être que, alors que l'idée était peut-être bonne, ou voilà, ou parfois il y a un argument marketing qui dit on aura plein de garçons parce qu'il y a des belles filles, voilà. Et je me dis finalement, alors que parfois l'intention est bonne, l'effet est peut-être un peu pervers, et on fait peut-être qu'on est rentré là-dedans aussi, et qu'on a peut-être cautionné un peu ce côté justement à tort, ce côté femme derrière les platines, alors que si on veut un côté égalité, il n'y a pas de soirée uniquement masculin, voilà. Mais, oui et non, c'est difficile, voilà, je suis un peu partagée sur le sujet. Aujourd'hui en tout cas, alors peut-être qu'au début je réfléchissais pas aussi loin, mais maintenant avec le recul je me dis peut-être finalement que c'était pas une si bonne idée que ça, même si l'intention était bonne au départ. I think it's difficult, like you say. In Berlin, when they have lineups, they're really strict on having like a quota for women. And it's... it's a lot of positive discrimination, but they're really very strict on that. So if you work together with an agency from Berlin, and they really, they push you to have more women on the lineup, which is good, I think, but it's difficult. Par rapport à la question des quotas, parce que c'est une question qui est toujours tellement débattue, je pense à un autre domaine, parce que je connais pas la musique, c'est celui du cinéma. Si je prends en Belgique les écoles de cinéma, il y a 55% d'étudiantes. Et puis on voit après comment l'argent public pour le cinéma, c'est-à-dire comment les différents fonds d'aide à la création fonctionnent en Belgique francophone et néerlandophone. On a fait une étude là-dessus. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup plus de demandes de subsides émanant de garçons que de filles, et qu'il y a beaucoup plus d'argent qui va aux productions masculines qu'aux productions féminines. Donc on peut se dire, là, il y a quand même un problème quelque part, puisqu'on sait qu'au départ, il y a 55% de filles qui ont choisi de faire du cinéma. Alors, quelles que soient les raisons, et on en a énuméré tout à l'heure, qui est cette espèce de manière inconsciente d'avoir déjà intériorisé toutes les difficultés, toutes les barrières, etc., qui font qu'on ne va même pas essayer de se mettre dans la lutte, dans la compétition. Et puis il y a d'autre part la manière aussi de faire réseau, c'est-à-dire que les gens qui sont d'ailleurs dans les positions de responsabilité dans le monde de la culture, et là de nouveau, il faut regarder qui a les grands festivals, qui dirige les grands théâtres, qui dirige le festival danse, la Philharmonique à Liège, etc. Bon, c'est de nouveau très masculin, et donc de manière, je dirais, mais sans le vouloir et totalement inconsciente, ils reproduisent leur réseau, leurs connaissances, leurs critères, etc. Et il n'y a rien qui bouge dans cette culture. Donc moi je trouve justement que ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un petit peu plus de femmes et que ça bouge et que ça subvertisse un petit peu les choses. Et donc voilà, concrètement, je trouve que à partir du moment où il y a de l'argent public qui est en jeu,
c'est-à-dire l'argent de toute la population, il me semble logique qu'on fasse un effort de la part d'un festival pour chercher, parce qu'il y en a, il faut chercher, il faut simplement se mettre ça dans la tête, pour chercher des femmes qui sont évidemment, qui ont des niveaux d'excellence tout à fait comparables à ceux des hommes qu'on a choisis. Oui, et Bénédicte Briand-Froidure avait fait un ensemble de statistiques et elle avait observé qu'en fait, les femmes, quand elles sont programmatrices, sont plutôt programmatrices de petits lieux, donc qui entre 500 et 700 places, tandis que les hommes qui sont programmateurs le sont pour les festivals entre 10 000, 20 000, parfois 100 000, 200 000 festivaliers. Donc déjà à ce niveau-là, la question se pose. Est-ce que ça influence aussi au niveau de la programmation, la sensibilité en fait du programmateur? Est-ce qu'il est plus... Parce que c'est vrai qu'on voit, de manière générale, les filles vont plutôt proposer des artistes qui les touchent. Les hommes, on ne sait pas, hein, c'est évidemment... ça pose question en fait, c'est toute cette question de sensibilité et de... I think a lot has to do with for example, Live Nation, who is one of the biggest booking agencies. It's all men. Yeah. It's all men, and men are really good at networking. Et business. In business, and so, and then the programmers are mostly male, so it all comes together at late night somewhere at the bar sometimes when everything is set, and that's, yeah. So a lot of people working in music industry are men, and the people like women working in music industry are doing like production or promotion, or but people who are really leading, that's only a few women. I think I'm one of the only programmers in Belgium, I think. Ouais. Et d'ailleurs, on est très content de t'accueillir parce que... Ici, on a Fatima El-Kadri qui a une phrase, enfin quelques phrases qui sont assez fortes. Je pense qu'à force d'être sollicitée en tant que femme artiste sur sa féminité, il y a une espèce de rejet du fait d'être étiquetée tout le temps en fait en tant que femme. Et elle dit, au final, la musique, ça n'a rien à voir avec le genre. Alors, get over it. On va passer à autre chose, on va passer à un autre sujet que la féminité dans la musique. En tout cas, le fait d'être femme. Mais il reste quand même une question très importante qui est que, malgré tout, ça reste une femme. Ça reste une femme qui peut être un objet de désir. Et qu'importe quel genre de femme il s'agit. Donc ça reste un objet de désir, et sur la scène en général et sur les scènes électroniques, ça attire des commentaires, ça attire des actions vraiment très déplacées qui sont de l'ordre du harcèlement sexuel. Notamment très récemment une polémique avec Boiler Room. Je ne sais pas si Élise tu veux en parler, je pense que tu as bien suivi l'affaire. Oui, tout à fait. En fait, c'est assez marrant parce que moi à ce moment-là j'étais en train d'écrire mon mémoire et je prends une pause et j'arrive sur Facebook et maintenant ils diffusent en direct le Boiler Room. Donc je ne sais pas, tout le monde voit un peu c'est quoi le Boiler Room ici? Non. Le Boiler Room, c'est une espèce de plateforme qui est sur Internet, donc sur YouTube, sur le site Internet et maintenant sur Facebook, qui diffuse en direct des DJ sets en fait, d'artistes. Il y a aussi des lives depuis peu. Et donc, du coup, ça permet à tout le monde de pouvoir commenter en direct, de pouvoir chatter, tout en regardant, en faisant découvrir des artistes nouveaux sur la scène électronique. Ils sont très en lien avec justement la Red Bull Music Academy dont je parlais tout à l'heure. Et il y avait Tox, qui est âgée de 19 ans, c'est une Anglaise, qui jouait en live. Donc j'étais très contente de voir une fille, évidemment, pendant ma pause. Sauf que sous mes yeux, les commentaires ont commencé à défiler. Et c'était juste hyper choquant, en fait, de voir les discours qu'il y avait. C'était des messages du genre oui, moi aussi, si j'ai un casque multicolore, je peux mixer. Ou alors même mon fils de 5 ans, il mixe mieux que ça. Probablement que son petit copain travaille pour Boiler Room. Et c'était tellement affligeant, en fait, de voir cette succession de messages que même Boiler Room a réagi en disant il n'y a pas de place pour la misogynie, c'est pas possible, arrêtez. Et ils ont pris, ça arrivait en fait à plusieurs filles qui ont mixé par après, ils ont pris la décision de supprimer les commentaires. Et il y en a une donc Nightwave, qui a dans une interview expliqué que elle a vécu ça, que c'était terrible, que ça n'avait pas finalement, elle s'est pas laissée atteindre, mais que suite à cet épisode, elle comprenait que des filles ne veuillent pas faire de DJing ou ne veuillent pas faire de musique électronique, parce qu'il y a justement cette espèce de vibe un peu étouffante, quoi, au niveau de
du sexe de l'artiste. Et tu pourras mieux expliquer ça. Après, ça va au-delà de ces formes de harcèlement. C'est peut-être aussi que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que les femmes soient protégées en règle générale. Hop. J'aimais assez cette réflexion-là, qu'en fait souvent ça fait partie de petits labels. Voilà, on parlait de Live Nation en booking, mais ça fait la musique électronique est assez et la musique en général dispersée dans plein de labels différents qui n'ont pas forcément, comme dans une entreprise, une personne qui s'occupe des relations humaines à laquelle on peut se confier ou en tout cas reporter un incident. Et que ça peut influencer aussi le fait que une misogynie ouverte peut rester juste un fait comme ça qui passe à côté de nous alors que ça a un impact. D'ailleurs, je vous recommande vraiment cet article de LA Weekly qui est assez long et qui parle surtout du harcèlement sexuel sur les scènes musicales en général. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ceci, si vous en avez été témoin ou si... tant mieux, hein. Je suis très heureuse d'entendre que ce n'est pas le cas. Nadine ? Par rapport à la question du harcèlement, protéger, oui, c'est plutôt dire quels sont les... J'aime pas le mot protéger, hein, ça fait vraiment victime. Je trouve qu'il faut que les droits des personnes soient respectés. Or, il y a des droits humains qui sont atteints là, donc ce n'est pas une victime à protéger, c'est une citoyenne dont il faut faire respecter les droits, ça c'est un. Et deuxièmement, je trouve que c'est plus important d'aider à renforcer. Et on renforce comment ? Quand il y a des réseaux, quand il y a des gens qui soutiennent. Quand il y a des supporters, quand les grandes marques disent mais c'est intolérable cette attitude-là, quand Boiler décide d'arrêter son machin, c'est très bien. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on attend. Et du coup, en fait, c'est ça qui est aussi intéressant d'observer, c'est que la plupart, pas toutes, hein, je dis, il y en a beaucoup, des jeunes artistes de musique électronique qui se lancent maintenant sont souvent dans des regroupements de filles en fait. Donc on a Sirens, on a Female Pressure, on a des tas d'initiatives qui ont vraiment ce but féministe et qui disent ben voilà, on le clame haut et fort, nous on se réunit parce que l'air de rien elles n'ont pas le choix pour se soutenir, pour se renforcer les unes les autres, pour créer une dynamique commune et en fait finalement créer une barrière qui parfois peut être jugée par d'autres comme négative, mais pour elles, c'est plus une manière de s'affirmer et de pouvoir après défendre leur travail en liberté, en fait. Et c'est lié... Tox, justement, et Nightwave font aussi partie de ce groupement-là en Angleterre. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose de ce point de vue-là à voir, quoi. Ici, dans cet article-là, toujours le même, on parle de Kate Elwanger qui a créé Unspeakable Truth. Il manque un petit mot dans la quote. Et qui explique que donc c'est un label qui rassemble uniquement des femmes et qu'elle a décidé de le créer parce qu'elle avait remarqué qu'il semblait avoir un manque de camaraderie. Et c'est vrai que souvent, même dans la vie en général, les hommes se serrent les coudes et les femmes sont des espèces de langues de vipères. C'est un stéréotype, hein, un gros stéréotype. Un gros cliché. Oui. Un gros cliché. Mais que dans les arts, ça semble parfois ressortir d'une manière ou d'une autre. Alors sur le coup en musique électronique, en tout cas à Bruxelles, parce que c'est là où j'habite et que je connais plus, c'est pas du tout l'impression que j'ai ressentie. J'ai vraiment l'impression qu'on avait quand même tendance à tout essayer on s'entendait toutes bien, il y avait quand même plutôt un bon esprit, c'était plutôt cool. Donc ça je dois quand même le dire. Souligner quand les choses sont bien aussi, il faut le dire. Oui, c'est assez important. Ici, j'ai encore toute façon, j'aime bien vous illustrer ça avec des petites choses que d'autres personnes ont dit. Si tu sais la prendre, c'est la 19. C'est Molly Wells donc, qui joue dans Funerals, qui explique que voilà, les gens ont tendance à voir aussi la musique électronique comme quelque chose de monolithique, une grosse entité. Alors que ben voilà, c'est pas du tout le cas. Et ici, on parle de cas particuliers. On est bien d'accord que, et heureusement, toute la musique électronique ne ressemble pas à ça. Mais je pense qu'il est aussi important de temps en temps de pointer du doigt certains événements. Oui, en fait, c'est aussi fort lié au monde populaire, en fait. Toutes les musiques populaires ont l'air de beaucoup plus souffrir de ces stéréotypes-là et de ces clichés-là que certaines niches, comme la musique électroacoustique. Par exemple, j'avais interviewé Annie van de Gorn qui disait « Moi, ça m'a jamais frappé, j'ai toujours vu des femmes.
Mais maintenant, elle me disait, n'hésitez pas à interviewer telle ou telle personne parce qu'elle a vécu des expériences. Donc, ça reste aussi des éléments qui sont parfois reliés à des expériences singulières et puis à un secteur, le lien entre musique populaire, musique savante. Peut-être que le côté savant échappe à certains de ces destinées terribles. Mais oui, il y a ce lien-là avec cette multiplicité de scènes électroniques. Hilk, ici, on parle aussi beaucoup de ressentis francophones, j'ai envie de dire, puisqu'ici, il y a donc 4 bruxelloises ou wallonnes, issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on dira. Est-ce que toi, en Flandre, tu sens une espèce d'effort ou une envie d'effort ou alors le fait que, justement, tout va bien? No, I don't see any specific effort, but... Well, I think there is electroacoustic music is getting more popular, also sound art, and in those kind of scenes, it's less a problem. I think and also people are getting to know that you can also listen to electronic music, that it's taken more seriously, and it's a different. Well, it's a change of attitude, and it's not only for making fun and dancing and so it's 2 scenes that are coming up, and I think that's a different audience is also attracted to that. That's also what we try to do, but I don't think there is like a specific effort made for that, but it's going okay, I think. Yeah. Une autre action ici? Moi, je veux bien réagir, oui, si ça te dérange pas. Mais en fait, on observe aussi qu'il y a une toute nouvelle scène de la musique électronique qui laisse beaucoup de place à tout ce qui est LGTB, en fait. Et du coup, Arca, ou alors Fatima Al-Kadiri aussi, elle fait partie de cette scène-là. Ils ont, même au niveau de l'esthétique musicale, ils sortent complètement un peu des frontières qu'on a l'habitude d'entendre, mais en plus... c'est des lesbiennes, des gays, des trans, il y a énormément de femmes, il y a toutes les origines culturelles. Il y avait une belle ribambelle d'ailleurs à Dour cette année, donc c'était assez impressionnant de voir même en live la manière dont ils traitent le live et le corps, tout simplement. Il y a Lotik par exemple qui est presque un peu un alien sur scène, donc il y a cette idée en fait avec ce nouveau style aussi montre qu'on a envie de dépasser ça dans la nouvelle génération et dans le renouveau musical. Je viens de vous mettre une autre petite slide. Tout ça pour dire qu'évidemment, ici, on parle beaucoup d'impression, de ressenti, d'envie aussi ou d'espoir, mais qui sont aussi basés sur des chiffres. Donc ici, c'est une enquête de Female Pressure, qui est donc un collectif dont tu parlais tout à l'heure, qui le fait chaque année. Ici, voilà, on voit que la présence de femmes programmées dans les clubs est de 9,4%. Donc c'est moins que 10%, obviously, moins que 10%. Dans les labels, maintenant de musique électronique, la présence des femmes monte à 18%. Donc je pense qu'on a abordé beaucoup de questions. Ça allait du harcèlement sexuel, la représentation sur des affiches, en passant encore par la légitimité des femmes dans les musiques. J'ai envie maintenant, et vous aussi j'imagine, d'entendre ce que vous avez à dire de manière à ce qu'on puisse vraiment échanger et faire de cette rencontre quelque chose de constructif. Je peux encore juste raconter une anecdote pour vas-y. Ce qui m'avait un petit peu frappée. J'ai eu la chance d'avoir joué à Tomorrowland et on n'était pas beaucoup de filles cette année-là, on était 4. Et donc l'équipe qui s'occupe de faire toute la promo journalistique, etc., parce que Chanel, YouTube, elle décide de rassembler les filles pour faire une interview. Il faut savoir que chaque artiste masculin a son interview. Eh bien nous, on était réunis dans une interview, mais au début je trouvais l'idée sympa. Et en fait, qu'est-ce qu'ils nous ont posé comme question? Qu'est-ce que vous avez dans votre sac à main? Vous avez un petit... voilà. Et je me suis vraiment dit, merde quoi. Moi, j'attendais la question qu'on pose aux garçons. Et alors, c'était comment? Non, c'était qu'est-ce que vous avez dans votre sac à main? Vous mettez des talons quand vous mixez ou vous mettez des chaussures confortables? Ouais. Et je me suis vraiment dit, voilà, déjà, on n'a pas eu la chance d'avoir une interview. Voilà, c'était groupé. Et en plus, les questions étaient lamentables. Ça m'a vraiment frappé dans le mauvais sens du terme. Je me suis dit, si même un peu les journalistes et voilà l'organisation nous limitent à ça, on n'ira jamais plus loin dans la vie. Donc voilà.
Oui, non, j'avais juste une remarque, c'est par rapport, moi je pense que la question principale reste la question de la visibilité, que vous avez d'ailleurs abordée. Je voulais juste signaler l'existence d'un travail qui a été fait d'une musicienne allemande qui s'appelle Ante Gray, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle AGF, qui a fait par date toutes des musiciennes, des musiques électroacoustiques ou de la musique de club. Donc il y a à peu près une centaine d'artistes, ce qui est, j'en disconviens pas, qui est peu, mais qui est quand même, elle ne voulait pas les mettre en tant que référence femmes dans la musique électronique, mais bien comme musiciennes qui ont eu un impact sur une scène en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, que sais-je. Donc c'est depuis, on va dire, le début du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Ça s'appelle Nerd Girls, elle a appelé ça comme ça. Et ce travail est assez, je trouve assez bien fait et permet de montrer, parce que vous n'avez pas dit qu'il n'y avait pas de personnes. Au début de la conférence, vous avez juste dit que les filles hésitaient à peut-être même se lancer du fait que au niveau des machines, c'est plus les hommes qui sont habitués. Moi, je suis persuadé, certes, qu'au niveau pourcent, c'est toujours les hommes qui sont sans doute beaucoup plus présents, mais qu'il y a beaucoup de filles qui font de la musique partout, mais que c'est la question de la visibilité, de l'accès aux scènes. Et là, moi, je suis quelqu'un qui, d'habitude, est contre les quotas, mais il y a peut-être une chose où on pourrait ouvrir la porte à ces histoires de quotas, c'est par rapport aux programmateurs. Moi, je pense que ça ne doit pas être par rapport à des choix de scène, de qui doit aller sur telle ou telle scène, mais plus par rapport à, comme vous disiez, chez ex-Sound and Vision, enfin chez Live Nation, ce sont que des mecs, mais c'est dans tous les réseaux comme ça. Hein. Donc, c'est-à-dire que la bataille risque d'être très difficile à gagner si on ne vient pas avec un burin rentrer dans ces bureaux-là et mettre, alors pas de façon obligatoire, mais en tout cas essayer de laisser la porte ouverte beaucoup plus à des femmes dans la programmation, parce que c'est là que je pense que le bas blesse. Parce que pour moi, je fais cette observation, il y a des filles peut-être pas partout dans la musique, mais elles sont en tout cas, c'est juste qu'elles ont besoin de plus de visibilité. Voilà, je sais pas si... Hilke, tu veux réagir par rapport à ton expérience? Comment est-ce que tu es arrivé à la programmation? Oui, je suis juste... I just worked at Stuk and I was interested in music, and I think I've been lucky for that. It was just by coincidence, and I worked already at Stuk, and the programmer took off, so there was a vacancy, and I was already doing it for a little bit and organizing concerts. So, but I think Stuk is really a different situation because we are 3 programmers. We do dance, image, and sound, and we are 3 females, which is really nice, but so quite special. So yeah, well, I would love to have more female colleagues, of course. It would be nice, but. J'ai vu que Nadine a noté, il y a entouré, mais le mot lucky, parce que ça c'est typique. Les femmes disent toujours qu'elles ont eu de la chance et elles oublient qu'elles ont des connaissances, de l'expertise, des dons, des tas de choses merveilleuses, et elles disent qu'elles ont de la chance. Donc voilà, j'ai sursauté là-dessus. Quand j'ai commencé à travailler pour Outsoon, aussi même chose, hein, un peu coup de chance, etc. Et j'ai un ami, Nicolas Dekmin, qui était quelqu'un de très, très présent, très actif dans le monde de la scène électronique il y a quelques années, avait dit... On rentre peut-être par chance, mais on reste par talent. Et je trouve que voilà, c'était beau à dire. Ouais, très bien. Si je peux me permettre aussi, je vous ai dit qu'on avait organisé une autre conférence sur la place des femmes dans les métiers de la culture en Belgique. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de chiffres officiels qui existent à ce propos. Donc on ne sait pas combien de femmes ou combien d'hommes aussi sont présents et à quels étages des boîtes. Nous, on avait l'impression, travaillant aussi dans la culture majoritairement, qu'il semblait qu'on soit beaucoup à être en communication et qu'au final, la technique, c'était plus c'était nos potes mecs qui étaient, qu'on était beaucoup dans les relations, les relations presse ou les relations au public. Et du coup, on a décidé de lancer une enquête en avril dernier. On a recueilli 118, dans mon souvenir, 118 réactions, très peu de flamands, parce que l'enquête était en français, beaucoup de francophones, beaucoup de femmes, ouais, quand même,
une trentaine d'hommes. Et en effet, c'est pas une étude sur un panel très large, c'est pas une étude officielle, bien que nos statistiques aient été analysées avec soin. Mais voilà, il en est ressorti qu'en effet, en programmation, il y avait très peu de femmes. C'était une affaire d'hommes. En communication, énormément de femmes, hein, vraiment beaucoup. Et à côté de ça, il y avait des questions ouvertes, hein, et il y a certaines choses qui nous ont frappés positivement. En fait, le fait que certaines femmes, on se dit souvent qu'elles sont cantonnées à des métiers où elles n'ont pas de perspective d'évolution ou de responsabilité. Et souvent, en fait, les hommes n'ont pas plus, dans notre étude, est ressorti le fait que les hommes n'ont pas plus d'ambition ou n'ont pas des dents de requin. Parfois, leur place leur plaît vraiment très bien aussi. Et voilà, ils n'essaient pas de se hisser en nous donnant des coups de coude dans la figure. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Vous, tout à l'heure, vous aviez... Le micro arrive. Vous avez une grosse voix. Donc, je crois qu'on a déjà un peu abordé ça, mais c'est le fait qu'il y a quand même sans doute des genres de musique à l'intérieur même de la musique électronique qui sont plus sujets à des stéréotypes et à du sexisme. Pensez auxquels? Il y en a beaucoup, mais j'ai l'impression que ça... sans faire de subdivision arbitraire dans les genres de musique et juste étaler ma culture par rapport aux genres de musique en faisant des stéréotypes qui vont insulter certaines personnes, je préférerais justement peut-être rapprocher ça, je dirais, à des phénomènes de société qui sont, je dirais, liés à des classes sociales, à des classes d'éducation, de revenus. Quand on va chercher dans la musique expérimentale, on a parlé de musique électroacoustique, de musique, je dirais, plus de l'ordre du minimalisme et de la recherche, de l'expérimentation. On va forcément vers un public qui est lui-même beaucoup plus, je dirais, extrait d'une certaine condition sociale, d'une certaine classe sociale, donc forcément vers des gens qui en termes de genre sont plus les uns avec les autres sur un niveau d'égalité, avec beaucoup justement d'homosexualité, de différentes formes de sexualité qui sont là. Donc je dirais que c'est des catégories qu'on retrouve dans les différents jobs aussi, hein, je veux dire, c'est un peu du même ordre, de même que les positions de programmeurs et de patrons de boîtes sont aussi à comparer avec les positions élevées dans le business et dans tous les métiers de la culture, c'est à peu près la même chose. Donc ouais, c'est des questions, je pense, auxquelles on peut vraiment élargir en termes de genre à d'autres je dirais... D'autres domaines ? D'autres domaines, merci. Mais du coup, il y a aussi, par rapport aux styles musicaux, ouais, on peut parler de... Je ne sais pas si... On vous avez parlé de DJ Tox sur Boiler Room. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais si on se rapproche du hip-hop et du grime, je sais qu'il y a énormément de sexisme là-dedans. J'adore vraiment cette musique-là. Mais il y a aussi une scène gay et lesbien dans cette scène-là, à l'intérieur de cette scène-là. Donc... c'est aussi à l'intérieur même de certaines scènes où il y a parfois un certain code de comportement de l'ordre des milieux d'assez voyous, assez proches de la petite criminalité, etc., qu'on retrouve aussi dans le hip-hop. Il y a aussi, je dirais, un discours alternatif qui peut s'inscrire et dans lequel la musique peut servir justement de vecteur de messages avec pas mal de filles qui doivent se battre justement encore plus parce que c'est un milieu, je dirais, comme ça, mais où il y a aussi pas mal de trucs qui se font et qui sont plus visibles justement grâce à ça, quoi. Peut-être que c'est aussi une belle façon pour ces filles qui viennent de ces classes sociales précisément, où cette musique est produite, d'avoir une voix en plus aussi. Et une façon de revendiquer un message, je dirais. Et que peut-être que justement catégoriser certains styles de musique comme sexistes ou sujets c'est aussi dommageable pour les filles et les mecs qui sont à l'intérieur de ce milieu-là et qui doivent peut-être justement qui profitent du média pour en faire une réflexion, pour essayer de repenser ça, comme par exemple le hip-hop au début qui était
qui était plein de messages positifs et je dirais émancipateurs et libérateurs d'une certaine condition, d'un conditionnement. C'est plus la même chose maintenant aujourd'hui. Je veux dire, on peut parler aussi de tous ces clubs américains qui sont essentiellement des clubs de striptease, qui genre évidemment, je veux dire, c'est pas la peine d'expliquer pourquoi ça crée un stéréotype. Moi, par rapport à ce que vous dites, je pense par exemple plutôt du coup en hip-hop américain, Mikey Blanco, qui est donc un rappeur trans, qui, je voyais une interview de lui il y a pas longtemps pour Vice, où il expliquait qu'au tout début, il était donc catégorisé dans une scène hip-hop LGBT. Et que ça l'énervait, il était vraiment contre ça. Et en fait, 5 ans plus tard, il se dit que probablement que ça a été bénéfique pour lui et probablement que ça a été bénéfique pour d'autres personnes, cette espèce de revendication malgré lui. Je ne sais pas s'il y a une autre question, à mon avis, ce sera la dernière. Dans 5 minutes, on clôture la conversation. Quelqu'un a envie de rebondir, de réagir? Ah. J'ai pas vraiment une question, mais et pas non plus une remarque très précise parce que au cours de cette conférence, j'ai entendu beaucoup de similitudes par rapport au skateboard. Je fais du skateboard en fait, et je remarque vraiment il y a des énormes barrières d'accessibilité pour les filles pour commencer ce sport-là et c'est certainement lié aux constructions sociales, à notre culture, même par rapport à notre approche, par rapport à notre espace de vie, notre environnement de vie. On n'a pas la même éducation en fait pour traîner dans la rue, etc. Donc, c'est juste une chose parmi beaucoup d'autres barrières. Mais voilà. Et après. Il y a quand même d'autres villes que Liège où il y a quand même plus de filles et donc ça existe et elles sont là et pendant super longtemps elles ont été aussi dans l'invisibilité. Maintenant ça commence à être de plus en plus médiatisé, mais pour moi c'est aussi une question de business parce que c'était la volonté d'introduire le skateboard dans les Jeux Olympiques, donc d'un coup ça va. Et c'était pas possible avant, donc voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais peut-être m'arrêter. Voilà. Vous voulez réagir là-dessus? Le fait que, je pense qu'on sait toutes que ça se... Nadine, peut-être vous qui êtes liée à justement. Moi, je trouve ça formidable. Je ne savais pas qu'il y avait des filles qui faisaient du. Enfin, oui, je le savais, mais je suis contente d'en voir une en vrai. Une vraie skateboardeuse. Ça, en fait. Chaque fois que je vois des gamins sur des planches et des gamins sur des skateboards et tous ces sports, je me dis oh là là, ce serait quand même chouette s'il y avait un peu plus de filles parce qu'elles s'éclateraient au moins. Mais donc ça ne leur vient même pas à l'idée. On revient toujours à cette idée d'avoir intériorisé, etc., etc. Toutes ces barrières. Donc, en fait, ce que je pense, c'est qu'il faut être proactif par rapport à ça. Donc si on ne fait rien, les choses vont continuer comme elles sont maintenant. Il n'y a aucune raison que ça va bouger. Il faudra 100 ans, 200 ans pour que ça bouge. Mais il faut vraiment être proactif, je crois. Ça, c'est vraiment très important. Donc, à l'école, par exemple, il faudrait susciter. Tout le monde devrait passer par... on essaye tous les instruments, on essaye tous les engins, on essaye tous les trucs. Et vraiment, il faut soutenir cet encouragement-là. Et alors, l'éducation aussi, forcément. Nous, en tant que femmes, je crois qu'il faut que aussi on travaille sur nous. Pour dans l'éducation au jour le jour à motiver aussi les filles peut-être plus moi je sais bien quand j'ai annoncé à ma mère que je vais arrêter de mixer parce que elle a quand même réussi à me dire en fait je suis quand même contente parce que je m'inquiétais beaucoup pour toi tu sais la nuit jamais elle aurait dit ça à mon frère par exemple et je sais que c'est avec la meilleure volonté du monde et qu'elle me dit ça et qu'elle m'adore etc mais voilà là on sent bien aussi la différence et je serais peut-être conditionnée à faire la même chose. Alors je vais essayer de pas faire la même chose, je veux dire tout ça pour dire qu'on a tous un rôle à jouer et que l'éducation est forcément aussi quelque chose de déterminant là-dedans. On va probablement clôturer sur ces quelques mots. À moins qu'Élise, je voulais juste dire qu'en fait, j'avais insisté pour que des hommes participent ici, soit de ce côté-ci de la scène. J'ai proposé à 3 hommes. J'ai vu qu'il y en avait un, je ne citerai pas son nom, qui est apparu mais vite parti. Il m'avait confié ses inquiétudes d'être dans la salle. Donc, mais le but, c'était évidemment ni d'accabler les hommes, ni d'accabler les programmateurs, ni quoi que ce soit. C'est plus de discuter, de mettre en avant des faits et des expériences qui sont quand même
assez explicite. Et puis c'est surtout le fait que, en même temps, je suis très contente de vous avoir, même si on est toutes des filles, mais parce que ça reste des témoignages qui sont super enrichissants. Donc merci beaucoup. David, une dernière réaction? Une toute petite chose, dire que c'est pas que inhérent à la musique électronique, oui. La musique rock, la musique pop. Avec des histoires différentes. Les mêmes camemberts que ce que vous avez montré tout à l'heure. Juste dire que par rapport à ce qu'on a disait très bien, la lutte peut venir par des mouvements comme dans le rock, il y a eu le mouvement Riot Girl, qui a permis d'ouvrir une porte, et après c'est les individualités qui ont pu s'exprimer plus en tant que femmes qui se regroupent ensemble, mais bien en tant que musiciennes. Mais c'est un boulot il a fallu des personnes qui se mettent d'abord ensemble, effectivement, pour pouvoir casser... Et Female Pressure, en fait, donc, dont AGF fait partie, a justement créé vraiment un énorme mouvement qui est maintenant international. Et si ça vous intéresse, elle répertorie toutes les artistes qui veulent se manifester, qui font de la musique électronique. Donc ça veut dire que pour les programmateurs qui sont ici, c'est aussi une manière de découvrir, tiens, en fonction de tel lieu, quel artiste joue. Et on se rend compte qu'en fait, déjà c'est international. Donc il y en a en Inde, il y en a en Asie, il y en a, alors qu'on a tendance à dire que la musique électronique c'est plutôt occidental. Non, on observe qu'en fait, on est bourré de clichés, même dans notre rapport à la pratique musicale. Et en effet, c'est le même problème dans beaucoup d'autres genres musicaux et dans beaucoup d'autres secteurs. Si le sujet vous intéresse, la place et la représentation des femmes dans la musique en général, vous pouvez suivre un fil Twitter qui est #laisse tomber les filles, et dans lequel on rassemble avec Camille qui est juste là, et souvent l'intervention d'Axel aussi, des articles sur le sujet. C'est de là que viennent toutes les citations que vous avez vues ici. Je pense qu'il y a certaines réflexions qui sont très intéressantes à voir dessus. Et si vous voulez avoir un petit aperçu de la discussion qui s'est faite ici, il y a un autre hashtag qui est, en l'occurrence, merci David d'avoir jeté le pont, BPM Girl avec 3 R comme les Riot Girls. Girls avec un S à la fin. Et voilà, vous pouvez retrouver tout ça là. On fera aussi un Storyfy, donc qui est une espèce de résumé en ligne de la discussion. Vous pouvez retrouver sur la page Facebook d'Alpha Beta. Voilà, merci à tous pour votre présence. Merci Nadine, Florence, Hilk et Élise d'avoir été présentes. Merci à toi. Et d'avoir ces discussions avec moi, du coup. Passez une bonne après-midi. Profitez bien des autres conférences. Fuck you.